Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Breaking News, je suis Geoffrey et pour une fois on parle pas du Snyder Cut, je sais c'est incroyable, mais on va parler de nos super-héros français à nous qui s'appellent Astérix et Obélix, parce que le casting du nouveau film Astérix Obélix, l'Empire du Milieu a été révélé. C'est le 5e film de la saga en prise de vue réelle, réalisé par Guillaume Canet et le film est coécrit avec 2 scénaristes des films Tuche. On savait déjà que Guillaume Canet allait incarner Astérix, que Gilles Lellouche allait être Obélix, Marion Cotillard en Cléopâtre, ou encore Vincent Cassel en Jules César, mais le reste du casting a été confirmé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait pas mal parler et que ça crée quelques petites réactions un petit peu drôles depuis quelques jours. Alors en vrac, on peut citer Aurel San, Manu Payet, Laura Felpin, Thomas VDB, Franck Gastambide, Philippe Catherine, Big Flo et Oli, McFly et Carlito, et même Zlatan Ibrahimovic. Alors tout ça a créé quelques réactions autour de, en gros, l'idée que c'était plutôt des stars, des phénomènes des réseaux sociaux, des gens venus du milieu sportif, de la chanson, et pas des acteurs. Tout ça pour un film qui coûte 65 millions d'euros, ça a un petit peu créé l'impression que c'était une grosse blague, que c'était encore une fois la preuve que le cinéma français c'était n'importe quoi, et que notre argent était gâché n'importe comment. Alors on va un petit peu se calmer et revenir sur quelques raisons qui permettent de comprendre pourquoi ce film arrive avec ce casting-là. Déjà, les BD à l'origine de Goscinny et Uderzo, elles ont toujours eu cette vocation, cette envie de moquer un petit peu la réalité, de s'ancrer vraiment dans une époque et d'offrir une lecture pour les adultes, donc avec des clins d'œil à ce qui était dans la réalité. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de pastiches des personnalités de chaque époque dans les BD. C'est donc assez normal et naturel qu'aujourd'hui un film comme Astérix mette en scène des personnalités des réseaux sociaux, tous ces effets de mode et toutes ces personnes qui sont dans l'œil des médias et du public, et du grand public. C'est assez logique, et puis bon, on peut se souvenir que dans Astérix aux Jeux Olympiques, on avait Zidane, on avait Tony Parker, on avait Amélie Mauresmo, bref, c'est pas une première dans cette saga. Ensuite, il y a un peu cette idée qui exaspère beaucoup de monde, que c'est encore un film de potes, qu'on a Guillaume Canet avec sa compagne Marion Cotillard, avec son grand pote Gilles Lellouche, et qu'en gros, ils se payent des vacances avec des salaires mirobolants pour faire un film qui sera peut-être un film de merde. On ne sait pas si ça sera de la merde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la première fois que les films Astérix sont dans cette logique de famille de cinéma. On peut remonter au premier, Astérix et Obélix contre César, c'était un peu la grande famille traditionnelle du cinéma français, le réalisateur Claude Zidi, Gérard Depardieu, Christian Clavier, Michel Galabru, Jean-Pierre Castaldi, Daniel Prévost, bref, c'était un peu la vieille époque, mais dans les années 90-2000, c'était un peu les stars et les personnalités qui étaient importantes dans le cinéma français. Sur Mission Cléopâtre, c'est encore plus évident. On était dans la famille des nuls, avec Alain Chabat notamment, qui a réalisé le film et qui jouait un rôle aux côtés de Chantal Lobby et Dominique Farrugia. Il y avait aussi toute cette famille, cet esprit Canal+, avec les Robin des Bois, et on était un petit peu dans le cool et la fraîcheur des années 2000 avec Jamel Debbouze ou encore Monica Bellucci. Astérix aux Jeux Olympiques, bon, je sais pas quelle famille c'est, mais en tout cas c'était un autre groupe de cinéma avec Clovis Cornillac, Franck Dubosc, Alain Delon, José Garcia, une grosse machine et pompe à fric, mais avec encore une fois cette logique de plein de visages reconnaissables, parce qu'il fallait en faire un événement et que tout le monde puisse reconnaître quelqu'un dedans, que ce soit quelqu'un qui l'ait vu au JT ou, je sais pas, une couverture de magazine People. Au service de Sa Majesté, c'était encore une fois une famille, mais un peu différente, un peu plus auteur, un télo, Édouard Baird, Vincent Lacoste, Valérie Lemercier, Catherine Deneuve, Guillaume Gallienne, bref, c'était encore une autre histoire. Tout ça pour dire que donc cet Empire du Milieu, c'est juste une nouvelle manière de booster, de redynamiser la saga, ce qui était l'intention des producteurs après le semi-échec de Au service de Sa Majesté. Ensuite, la question du budget, 65 millions d'euros, bah ouais, c'est beaucoup, c'est sûr. Hein. Mais encore une fois, c'est pas la première fois. Mission Cléopâtre, il a coûté 50 millions d'euros à l'époque. Astérix aux Jeux Olympiques, 80 millions quasiment, dont 10 millions seulement pour les acteurs. Donc là, ils ont un peu pété un cap quand même. Et Au service de Sa Majesté, c'était dans les 60 millions. Donc 65 millions pour l'Empire du Milieu. Certes, ça peut sembler beaucoup et beaucoup trop, mais c'est pas la première fois. On peut mettre en parallèle le score des films au box-office, puisqu'on avait vraiment touché le maximum avec 14 millions d'entrées pour Mission Cléopâtre. Et depuis, ça n'a jamais fait mieux, c'est même tombé assez bas, à même pas 4 millions pour Au service de Sa Majesté. Il continue donc à mettre plein de thunes dans cette machine, en espérant sûrement retoucher les sommets de Mission Cléopâtre. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que la magie Cotillard et Canet et Lelouch va marcher? Réponse en 2022, puisque le film va être tourné au printemps 2021, si tout va bien. Deuxième sujet,
On parle pas du Snyder Cut, mais on parle quand même de Netflix parce qu'il est toujours là dans le paysage, le géant du streaming. Mais on va parler plus précisément de À couteau tiré, ce film Cluedo avec Daniel Craig en inspecteur. Le premier film À couteau tiré, réalisé et écrit par Rian Johnson, avait plutôt bien marché à l'époque. C'est un carton, donc la suite était évidemment lancée, elle a été annoncée depuis un petit moment, et elle devait être... On pensait tous qu'en fait elle était vraiment sur les rails et que tout allait se passer normalement jusqu'à ce que la pandémie et surtout jusqu'à ce que Netflix. Alors en gros ce film était prévu pour une sortie cinéma classique comme le premier, jusqu'à ce que le réalisateur et scénariste Rian Johnson et le producteur Ram Bergman décident de changer leur fusil d'épaule et de mettre en gros le film, le projet de À couteau tiré 2 aux enchères. La raison, elle est assez simple et compréhensible, c'est qu'avec la pandémie, une sortie cinéma n'était plus la seule option, en tout cas la plus viable et peut-être la plus intelligente. Donc ils ont mis ça sur la place aux enchères, face notamment aux géants du streaming de SVOD. Et c'est là que Netflix a mis sur la table 469 millions de dollars pour non pas un, mais deux films, c'est-à-dire À couteau tiré 2 et À couteau tiré 3. C'est donc un deal énorme, ça fait en gros 230 millions par film, c'est-à-dire un budget de blockbuster, alors que le premier, il n'en a même pas coûté 50 millions. Les détails de ce deal à, encore une fois, 469 millions de dollars ont été un peu révélés par The Hollywood Reporter, avec un détail intéressant, Daniel Craig, Rian Johnson et Ram Bergman, qui sont donc les trois personnes impliquées qui font partie du package, ont chacun touché 100 millions de dollars. 100 millions de dollars chacun, c'est-à-dire en gros 50 millions par film, et c'est énorme. C'est énorme parce qu'on va parler juste du cas de Daniel Craig en termes de salaire d'acteur, puisque c'est parmi les plus gros salaires et ceux dont on entend le plus parler. On va comparer à James Bond. Pour Mourir peut attendre, qui est donc son dernier film James Bond, qui n'est pas encore sorti, il a touché a priori 25 millions de dollars, ce qui est donc un énorme salaire. C'est un salaire digne de Dwayne Johnson ou Vin Diesel sur les Fast and Furious et compagnie. Et c'était son plus gros salaire sur les 007, c'était le haut du panier depuis qu'il est 007, et c'est globalement le haut du panier pour les salaires Hollywood. 25 millions donc par rapport à 100 millions pour deux films, c'est-à-dire en gros 50 millions par film, c'est le double qu'il va toucher. Là, on peut élargir à une donnée assez intéressante sur les salaires à Hollywood, c'est que souvent les stars ont une participation sur les bénéfices. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, un acteur va toucher un salaire qui est strictement le salaire avant le tournage pour tourner le film, et qu'après, il peut avoir un bonus qui est lié au score au box-office. C'est en gros un pourcentage, 1, 3, 5, 8. À partir d'un certain seuil au box-office, l'argent commence à aller dans sa poche, 1%, 200, 200, 300, 400, 500 millions de dollars au box-office. Pour être plus clair, on va prendre un exemple. Et on va encore reparler des super-héros des Avengers parce que c'est quand même hyper intéressant et assez incroyable. C'est que Robert Downey Jr. sur Avengers Endgame, il avait un salaire à la base de 20 millions de dollars et 55 millions supplémentaires, c'est-à-dire 75 millions en tout. J'en perds mes mots tellement c'est incroyable. Sur Netflix, évidemment, il n'y a pas a priori de participation sur le nombre de visionnages ni sur donc, le box-office. C'est peut-être pour ça que le salaire il a aussi vite grimpé. Et surtout, on peut avoir en tête que Netflix n'avait aucune obligation sur ses suites de À couteau tiré. En gros, Rian Johnson, il fait ce qu'il veut, il écrit ce qu'il veut, et peut-être même des trucs qui seront nuls et inintéressants. La seule obligation, c'était que Daniel Craig devait être là, donc on est vraiment au début d'une franchise sur Benoît Blanc, incarné par Daniel Craig, parce qu'ils savent que voilà, se payer un acteur comme James Bond, en tout cas l'interprète de James Bond, ça a un prix, et que ça va être un énorme levier pour attirer l'attention et attirer les regards. Dans la série Netflix, ce qui s'est passé avec Netflix aussi cette semaine, petite parenthèse sur un truc qui est tombé il y a même pas 24 heures, c'est que Netflix a signé un énorme accord et a marqué un gros coup avec le studio Sony. Alors pour faire très simple, le studio Sony a signé avec Netflix pour que dès 2022, tous leurs gros films soient disponibles en exclusivité sur une fenêtre de 18 mois sur Netflix. Et ce qui signifie concrètement qu'aux États-Unis, les Bad Boys, Jumanji, Venom, Uncharted et Morbius vont passer au cinéma, ensuite en DVD Blu-ray, puis Netflix exclusivement aux États-Unis. Encore une fois, c'est un argument de vente énorme pour Netflix. À l'international, il y a une petite partie du deal aussi qui concerne tous les films que Sony va décider de ne pas sortir au cinéma pour en faire des direct to streaming, comme par exemple le film de sous-marin Greyhound avec Tom Hanks, qu'ils avaient finalement revendu à Apple TV+. Si un cas comme ça devait encore se représenter, Netflix a le droit, la priorité sur ça pour décider s'ils le prennent,
ou s'il le laisse à Sony pour le présenter à quelqu'un d'autre. En tout cas, Netflix, encore une fois, dépense sans compter. Troisième information un peu intéressante pour nous, c'est une bande-annonce, celle d'un film qui s'appelle Those Who Wish Me Dead. Le titre est très joli et c'est tiré d'un livre de Michael Corita. C'est un film avec Angelina Jolie qui, en gros, le pitch est assez cool et simple et excitant. Angelina Jolie, elle joue une experte en survie spécialisée dans les incendies de forêt. Elle se retrouve à aider un jeune adolescent qui est poursuivi par des assassins parce qu'il a assisté au meurtre de son père. Et ces assassins sont légèrement tarés et veulent absolument effacer toute trace de ce crime. Ils vont donc le poursuivre et mettre le feu à la forêt. Et c'est dans cette forêt que Angelina Jolie et ce gamin vont devoir essayer de survivre et sûrement foutre une grosse branlée à ces méchants assassins. Pourquoi ce film, on l'attendait depuis fin 2019 quand il a été annoncé ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, c'est réalisé par Taylor Sheridan. Taylor Sheridan, c'est le scénariste qui a été révélé largement par le film Sicario réalisé par Denis Villeneuve. Il a aussi scénarisé Comancheria et créé la série Yellowstone, qui n'est pas très connue en France. C'est aussi le réalisateur de Wind River, qui est un thriller sur un crime à résoudre dans la neige. Donc c'est intéressant de voir qu'il a filmé la neige et que maintenant il filme des étendues visiblement enflammées. En tout cas, c'est un scénariste, un réalisateur hyper intéressant qui a plutôt eu tendance à filmer des choses assez calmes, sur de la tension, sur des thrillers assez silencieux. Là, c'est intéressant de voir qu'il a l'air de se confronter à un truc un peu plus nerveux, un peu plus spectaculaire. Et l'autre raison pour laquelle on attendait ce film, c'est Angelina Jolie, parce que c'est un peu son grand retour par la petite porte. Alors évidemment, Angelina Jolie, pour tout le monde, c'est Tomb Raider, c'est Mr. and Mrs. Smith, c'est Salt, c'est Maléfique, c'est le prochain Marvel Eternals. Mais c'est aussi et surtout l'actrice de Une vie volée, Alexandre d'Oliver Stone, L'échange de Clint Eastwood. Elle a été assez discrète en tant qu'actrice ces derniers temps parce qu'elle est surtout réalisatrice maintenant, notamment de Au pays du sang et du miel, de D'abord, ils ont tué mon père. Là, c'est un peu vraiment son retour en tant qu'actrice avec un film qui n'est pas un blockbuster, qui n'est pas un film d'action où elle se retrouve avec un gun et une perruque comme dans Salt à tuer tout le monde. C'est un peu plus subtil, on l'espère, donc en tout cas c'est assez excitant, d'autant plus qu'elle est entourée par un casting assez beau. Il y a Nicolas Hoult, Aidan Gillen et John Bernthal, c'est pas simple à dire, mais c'est le mec qui en gros était Punisher, et Walking Dead, n'oublions pas. Ça en fait un casting un petit peu excitant, on voit qu'il a casté des gens qui peuvent être vraiment talentueux. Et moi, un truc qui m'amuse aussi, c'est qu'il y a un petit clin d'œil, Lara Croft, Tomb Raider, avec le piolet que Angelina Jolie tient à un moment dans le film. Et quand on se souvient qu'Angelina Jolie a incarné Lara Croft, moi je trouve ça un peu amusant. Ce film, Those Who Wish Me Dead, sortira en France, on l'espère, le 26 mai dans les salles de cinéma. Enfin, on termine par l'habituelle recommandation de ces Breaking News, et pour le coup, c'est une anti-recommandation. Parce que je suis un peu désespéré, cette semaine sur Netflix, il y a Thunder Force, et surtout ne le regardez pas parce que c'est un film de super-héroïne avec Melissa McCarthy et Octavia Spencer. Et c'est une merde parce que c'est super mal écrit, c'est super con, c'est Mystery Man, mais comme si c'était un film de... Salut à tous, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un film Netflix, un film qui s'appelle Night in Paradise et qui sort ce vendredi normalement. A priori, dans cette petite rubrique, j'avais prévu de vous parler de films un peu plus confidentiels dont on n'a pas l'habitude de parler dans les Breaking News. Mais là, en fait, il rentre dans cette catégorie malgré le fait qu'il soit présent sur la plateforme du N-Rouge. C'est parce qu'on n'en parle pas tant que ça, il sort en même temps que Thunder Force qui lui vole un peu la vedette. Et donc, pourtant, c'est dommage parce qu'il est très intéressant. Donc il fait partie des films un peu prestige, on va dire, qui ont été rachetés par Netflix à une époque. Il a fait sa première au Festival de Venise. On pourrait faire un parallèle avec La Traque, qui s'appelait Time to Hunt en version anglaise, qui lui avait été présenté à la Berlinade avant de se faire racheter par la plateforme. Donc la plateforme qui aime surfer sur la vague en achetant des films un peu prestige. Et donc sur le papier, c'est un peu le même concept, d'autant que c'est deux films coréens. On parle d'une cavale dans les deux cas et d'un environnement très criminel, un genre du polar bien sûr. Mais dans les faits, les deux films sont très différents. En effet, celui-ci est réalisé et écrit par Park Hong-joon, qui en tant que réalisateur a fait plusieurs films qui sont très appréciés, mais que je n'ai pas vus pour être tout à fait honnête. Par contre, en tant que scénariste, il est encore plus célèbre parce qu'il s'est fait connaître pour le script de le très célèbre désormais J'ai rencontré le diable, sorti en 2010.
Et d'ailleurs, les fans de Ji Kun-min, qui est donc le réalisateur de J'ai rencontré le diable, et qui est peut-être un des réalisateurs les plus sadiques actuellement en activité, ne vont pas être dépaysés. On retrouve cette fascination pour les règlements de compte, mais ultra violents, avec des mecs qui se font défoncer, mais jusqu'à ce que devenir des plaies ambulantes. C'est presque un défaut, c'est d'ailleurs le défaut du cinéaste pour lequel il a écrit ce script de J'ai rencontré le diable, peut-être des fois d'aller trop loin dans la violence, au point qu'on se demande où est-ce qu'il veut en venir. Là, le sorte de premier climax tombe un peu dans ce défaut-là, il s'étend au-delà du raisonnable, mais cependant pour moi le vrai intérêt de ce film, au-delà du plaisir d'un polar bien rouge sang qui tape et qui est assez jouissif, on va pas se mentir, c'est l'écriture de ces personnages, parce qu'en fait ce film consacre un trope, entre guillemets, un truc qui revient souvent dans le polar, qui est l'idée du mec qui a rien à perdre en fait, qui est souvent une mécanique assez classique qui permet de donner au héros une certaine puissance. Et en fait ici, le film retourne un peu ça pour faire du personnage principal, donc quelqu'un qui a rien à perdre, et le faire rencontrer quelqu'un qui est dans la même situation mais d'une façon différente. C'est donc tout le sujet du film et je trouve ça assez beau. En fait, ça raconte à quoi ça peut mener d'être prêt à mourir et dans quel état ça met. Et c'est vachement intéressant. Et c'est quelque chose qui crée par rapport à une relation qui se tisse au fur et à mesure du film et qui est aussi belle que tragique finalement, d'autant plus que le film va vraiment au bout de son propos. Donc c'est vraiment sa force, d'autant plus qu'elle est appuyée par une photo qui est très très classe, un cinémascope qui crée des genres d'effets de vide parce qu'il s'exile sur la côte. Il y a également un casting que je trouve vraiment dément, qui est au service d'ailleurs d'une galerie de personnages vraiment atypiques. Alors bien sûr il y a le duo qui mène tout, qui est très sobre, très comme il faut, mais surtout moi j'ai retenu le Sung Wang-cha qui a déjà une plutôt bonne carrière et qui joue un genre de patron mafieux ultra violent et ultra méchant. Et en fait, qu'il va y avoir un certain retournement psychologique autour de lui, on va se rendre compte qu'en fait, finalement, c'est peut-être pas le plus pourri de tous ceux qu'on voit. C'est quand même un principe assez intéressant. Et donc l'acteur s'amuse à s'accaparer ce personnage de gros bourrin, très très vilain, et en faire une interprétation que je trouve assez amusante, assez marrante, et en même temps très intéressante. Donc c'est vraiment un bon polar coréen pour le week-end, et franchement, ça se refuse pas. Bref, c'est pour ça que je n'en peux plus de regarder des films Netflix. Il y a quand même un moment où elle l'assaisonne. Parce que ouais, le mec c'est un crabe, donc elle l'assaisonne avant une scène de sexe et ce n'est pas possible. Je ne suis pas assez payé pour ces conneries. En tout cas, la fin de la vidéo se termine comme d'habitude avec l'appel aux abonnements et aux commentaires. J'espère que cette breaking news vous a plu. Mais le plus important, c'est qu'il faut vous abonner à Écran Large, nous dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et surtout, ne regardez pas Thunder Force! Bon week-end, salut.